Bonsoir. Bonsoir à tous. Bienvenue à cet espace, à notre espace de psychanalyse pour tous. Donc il est 21 h, mardi 1er février 2022. Donc bienvenue à cette nouvelle rencontre ce soir, 1er février, psychanalyse pour tous. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Isabelle. Donc, Samy, Martine, Marie-Laure, bonsoir. Vous allez bien? Rachel, bonsoir. Omaïma, bonsoir. Marilyn, bonsoir. Vous allez bien? Féti, bonsoir. Donc nous sommes envahis. Alors attendez, on va regarder si on peut faire quelque chose. On va regarder. Hop. Pauline, Ala, bonsoir. Laura, bien le bonsoir. Camille, bonsoir. Néléa, bonsoir. Sujet très attendu, bonsoir. Claudette, bonsoir. Sabrina. Alors attendez, y aller. Je vais voir si je peux faire quelque chose. Hop. Alors, je ne sais pas si je peux faire quelque chose, mais bon, on va essayer. Donc, bonsoir Isabelle, Falali, Abi, et Asia, bonsoir. Hop. Dorian, bonsoir tout le monde. Reda, bonsoir. Delphine, bonsoir. Bonsoir à tous. Carlos, bonsoir. Véronique, bonsoir. Anne-Marie, bien le bonsoir. Donc nous sommes dans cette nouvel espace, cette nouvelle rencontre, mardi 1er février et 21 h, notre espace psychanalyse pour tous. Donc je vous rappelle, ou je le répète, Marie-Thérèse, bonsoir. Donc, je vous rappelle, je m'appelle Clémence Lonis et je suis psychanalyste de l'école de poésie et psychanalyse Grupo Zero à Madrid. Laure, Oustada, Rachel, oui, mais c'est aussi pour moi un plaisir de vous rencontrer tous ici ce soir, encore une nouvelle fois. Donc aujourd'hui, nous nous sommes proposés de parler des rêves. Donc nous savons que c'est le sujet qui a inauguré, la discipline psychanalytique, puisqu'elle a été inaugurée à partir de l'interprétation des rêves, où Freud donc a présenté son concept d'inconscient. Et il les présente, Olivier bonsoir, Nati bonsoir, et il les présente, psychanalyse bonsoir, Sissi bonsoir, Sylvie bonsoir, Anne bonsoir. Bon, Freud il présente, il va travailler les rêves, donc pour que nous nous sentions tous concernés, pour que nous soyons tous concernés, puisque rêver, nous rêvons tous. C'est une chose, une production et un travail que nous réalisons tous pendant la nuit. Donc, parce que ce qui peut sembler un petit peu bizarre, a priori, c'est pourquoi Freud parle de travail quand il parle du rêve. Donc, dans le sens en plus, puisque je dors. Non, bonsoir Sylvie, Amal bonsoir, Lia, Mia, bonsoir. Donc, comme je dors, comment est-ce possible que je continue à travailler pendant le sommeil? Eh bien, notre appareil psychique, c'est notre appareil psychique, tout comme le cœur humain, continue. Bonsoir Cynthia, Abdella bonsoir, Katia bonsoir. Notre appareil psychique donc continue à travailler pendant la nuit. Et c'est-à-dire que même si la conscience n'en sait rien, Sabrina bonsoir, Wassif bonsoir, la conscience n'en sait rien, puisqu'en fait, elle ne sait pas grand-chose, il faut le préciser, donc, mais que cet appareil donc, ne s'arrête jamais, il ne se repose pas et il travaille tout le temps. Mais quel est le travail
qu'il réalise. Euh, ok Lily, d'accord Sandra, bonsoir. Donc, une chose pour inaugurer donc ce sujet d'aujourd'hui, pour parler un petit peu de ce travail des rêves ou des rêves en général, de cette production donc de temps en temps, certains d'entre nous se rappellent le matin. Ce qui est très important pour commencer, c'est de voir que Freud nous dit que les êtres humains, nous ne renonçons jamais à ce qui nous a fait jouir. Non? Sur les rêves, très bien Sylvie, alors vous êtes dans le sujet. D'accord? Et ça va être donc un élément qui va être très important. Un élément qui est très important, c'est-à-dire que le sujet va avoir tendance à revenir et à répéter là où il a une fois eu une jouissance. Et par exemple, on va donner un exemple comme nous le donne Freud, c'est-à-dire que Freud va nous parler de l'exemple des fantasmes des adultes. Non? Quand les adultes fantasment, en fait, ce qu'ils font, c'est la continuation des jeux d'enfants. Quand nous étions enfants, nous adorions jouer. Et à l'âge adulte, comme il n'est plus permis de jouer, ben, ce que nous faisons, enfin ce que va faire principalement le névrosé, c'est continuer à avoir cette même satisfaction, mais en fantasmant. Puisque le jeu chez l'enfant, c'est une sorte de fantasme où il va imaginer qu'il vit dans une autre, bonsoir Sandra, que dans, bonsoir Jean-Loup, donc dans une autre, Lone, bonsoir, dans une autre situation, hein. Et l'enfant joue en s'imaginant une situation, s'imaginant qu'il est grand, qu'il va grandir et ce qu'il va faire quand il sera grand. Et l'adulte, ben, d'une certaine façon, il fait la même chose, il va continuer à avoir ce même genre de satisfaction, mais donc en fantasmant. Donc nous ne renonçons pas à ce qui, à un jour, nous a donné une satisfaction, nous a permis une certaine jouissance. Fabienne, bonsoir. Donc, rappelons-le, non, parce qu'on va voir des choses que nous avons déjà plus ou moins vues. Le premier contact donc que l'enfant a avec le monde, ben, évidemment, ce sont ses parents. C'est les premières relations qui vont s'établir avec ses parents. Et principalement avec la personne qui va s'occuper directement de lui. Et c'est pour ça qu'on va parler de fonction mère. Bon, alors attendez, ici nous avons une petite attaque. Là, je vais aller voir si je peux mettre une limite à ça. Alors, attendez. Voilà. Donc, je disais que c'est la personne qui va s'occuper de nous. La personne qui va s'occuper de nous, on va l'appeler fonction mère. C'est-à-dire qu'elle va réaliser un travail. Et le travail qu'elle va réaliser, ben, ça va être un travail indispensable. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, nous avons été... il y a une fonction mère qui s'est occupée de nous, puisque nous sommes là, c'est-à-dire quelqu'un qui ne nous a pas laissé mourir. Donc, c'est ce qu'on va voir, Oisif. D'accord? Donc, c'est la fonction mère qui ne nous a pas laissé mourir, puisqu'elle s'est occupée de nous. Parce que s'il n'y a pas quelqu'un qui s'occupe de nous, ben, évidemment, ce nouveau-né que nous sommes va mourir. Et ça va donc représenter cette fonction mère, ça va pour que, parce qu'en fait, non seulement, bonsoir Simona, et elle va s'occuper de nous pour que nous ne mourions pas et que nous allons accepter de nous, non, on va remettre notre vie dans ses mains pour pouvoir vivre. Et c'est ce qui va donc produire notre premier grand amour, la maman, notre premier grand amour. Arnaud, bonsoir, Sandra, bonsoir. Et donc ce premier grand amour va marquer bien évidemment notre vie, tout au long de notre vie, va être un élément essentiel et nous allons voir pourquoi. Parce qu'en fait, cette fonction mère, nous allons l'appeler en psychanalyse, nous l'appelons la mère phallique. Et nous l'appelons la mère phallique parce que c'est une attribution que nous donnons donc à cette personne qui s'est occupée de nous et qui, pendant la première époque de notre vie, a pu subvenir à tous nos besoins. Et donc, nous lui avons attribué un grand pouvoir parce que
est-ce que la fréquence contenue des fantasmes peut témoigner d'une pathologie, Sandra? Ben, disons que les fantasmes, ça montre que nous ne sommes pas dans la vie extérieure, hein, que nous sommes dans nos fantasmes. Donc nous n'avons pas de relation quand nous fantasmons avec l'extérieur. On dit que les gens qui fantasment beaucoup, ben, c'est des gens en général qui ne sont pas très heureux et qui ont besoin de se satisfaire, non, dans un monde virtuel, dans un monde irréel, un monde qui n'existe pas, puisque dans la réalité, pour eux, ils ont des difficultés pour réaliser leurs désirs dans la réalité. Donc, pour certains, oui, ça peut être considéré comme une sorte de pathologie. Mais dans tous les cas, plus que mettre des étiquettes de pathologie ou pas pathologie, non, c'est de voir qu'on doit se rendre compte qu'il y a des choses qu'il convient pour le sujet de pouvoir être dans la réalité. La réalité, c'est-à-dire pouvoir avoir des actions dans le social et ne pas se renfermer sur nous-mêmes et sur notre nombril, on va dire. Donc, ce que je parlais de la mère phallique, donc celle qui pouvait tout, celle qui était magnifique et qui couvrait toutes mes nécessités, et c'est une donc mère phallique, c'est-à-dire que c'est une attribution de l'enfant, puisque ce n'est pas que elle pouvait tout, sinon que c'est que lui, il ne pouvait pas grand-chose, ou plutôt qu'il ne pouvait rien du tout. Donc sans cette mère phallique, l'enfant ne peut rien. Mais en fait, c'est la fonction mère, c'est pas une mère phallique, c'est-à-dire qu'elle est phallique pendant un premier temps, mais ensuite cette attribution que l'enfant lui a attribuée, c'est quelque chose qui va devoir être désattribué pour pouvoir être en relation donc avec avec une personne qui n'est plus exactement toute puissante. Donc il va falloir, mais de façon inconsciente, parce que là nous sommes en train de faire référence à de ces manifestations qui sont dans l'inconscient. Hein. Donc quand on ne se rappelle pas de ses rêves, hein, ça peut être pour différentes circonstances. Mais nous avons quand même rêvé. Donc après il faudrait étudier et voir, écouter la patiente pour voir. Liazine, bonsoir. Donc, donc on disait, pour faire un petit résumé, donc nous sommes avec cette mère phallique, et donc d'un côté nous avons la mère phallique, et de l'autre côté nous avons ce que l'enfant va recevoir, qui va être le premier, enfin pas obligatoirement le premier, mais celui qui va fonctionner en lui comme le premier, qui va être le premier nom. Un nom qui va déclencher, on va dire, une nouvelle situation. Parce que c'est un nom qui va représenter, tu ne peux pas, avec cet amour, avec l'amour de ta vie, ben, tu ne peux pas. Avec ce premier amour, plutôt, tu ne vas pas pouvoir. Et ne pas se souvenir de nos rêves peut être en lien avec la mère phallique. Pauline, c'est une possibilité, oui, c'est une possibilité. Puisqu'on ne va pas se rappeler des rêves, on va dire d'une première façon, parce qu'on n'a pas de raison de s'en rappeler. C'est-à-dire que si on n'a personne à qui le raconter, on n'en parle pas. Et une autre possibilité, c'est que, en général, on va voir qu'il y a une formation des rêves, on va l'expliquer. Donc, c'est-à-dire que face à ce nom qui va avoir lieu donc, dans la vie du sujet, le sujet va devoir, l'enfant va devoir renoncer à ce premier amour, qui va être aussi ce renoncement à ce premier amour, ça va être justement cette possibilité de m'ouvrir au monde, d'être en relation avec le monde extérieur. Hein, parce que sinon, bah, je reste collée à ma mère et le monde, la vie n'existe pas pour moi. Donc, il faut renoncer à cet objet incestueux. Mais l'enfant n'est pas exactement disposé à renoncer à cet objet incestueux. Donc il n'est pas disposé à renoncer à cet objet incestueux, principalement parce que c'est de là sont venues ses premières satisfactions. Ce n'est pas simplement une histoire romantique d'amour, sinon qu'il y a eu une satisfaction de ses premières, cette relation avec ses premières satisfactions, et donc qui était donc avec la relation avec la mère. Donc, ce qu'il va faire, la situation, c'est que cette relation, il va la transformer en relation inconsciente. Donc, en fait, il va renoncer, évidemment, à la mère,
Et en renonçant à la mer, il renonce seulement une partie, c'est-à-dire qu'il va renoncer dans la conscience. Donc c'est à partir de là que va être fondé notre appareil psychique, c'est-à-dire que nous allons dire « Ah, je ne peux pas avoir de relation incestueuse avec ma mère ». Bon, et donc il va se diviser. On va parler de la division du sujet entre inconscient, où il va continuer sa relation avec sa mère dans l'inconscient, et la conscience, où il va donner l'apparence d'avoir renoncé. Et c'est à partir de là que va se fonder notre appareil psychique, quand il va y avoir cette répression primordiale qui va fonder l'appareil. Et c'est pour ça que nous sommes, nous les êtres humains, si subtils, parce que nous avons cet inconscient, ce conscient, et donc nous devenons des êtres très subtils, et que va donc se constituer cet inconscient, ce conscient. Mais que cette partie qui est réprimée, ça ne veut pas dire qu'elle va disparaître, ça veut dire qu'elle va être mis dans une autre situation, qui va se mélanger avec d'autres contenus, mais qui va continuer à avoir bien évidemment des effets, et ça va continuer à fonctionner comme une force en fait constante qui va chercher toujours à se manifester dans la conscience. Et Freud, il nous explique donc que toute la vie du sujet s'organise pour nier ce désir inconscient. Toute la vie du sujet ne veut pas reconnaître ce désir inconscient, la conscience ne veut absolument rien savoir de ce désir. La dissociation se fait, la dissociation avec la mère, c'est vers 3-4 ans, 5 ans peut-être. Ça dépend des sujets. Mais de toute façon, ça va être une lecture que nous allons faire par après-coup. Parce que quand Freud s'intéresse à la constitution de l'appareil psychique, ce n'est pas pour aller étudier, pour voir comment ça se passe chez les enfants, sinon c'est pour se rendre compte comment cette répétition de ce désir inconscient se manifeste dans la conscience. Donc, et par exemple, dans les rêves. Puisque Freud va nous dire, dès le premier chapitre de l'interprétation des rêves, il va nous dire que les rêves sont une réalisation de désir. Sont une réalisation de désir. Quel désir? Ce désir incestueux, c'est-à-dire qu'il va nous présenter ce désir sexuel infantile et réprimé comme le désir inconscient qui est le moteur de nos rêves. Ça va être le moteur de nos rêves qui va toujours essayer de s'exprimer et de passer par les différentes, en fait, parce que nous avons donc cet appareil avec l'inconscient, avec une première répression qui va être difficile à franchir, dans le sens où, pour pouvoir passer ce désir inconscient, il va devoir se déformer. Il va y avoir une déformation. Une déformation pour arriver dans la partie du préconscient, et entre le préconscient et le conscient, on va dire qu'il y a une censure. Donc où il va y avoir encore une nouvelle, mais plus légère, déformation pour que la conscience accepte le matériel, puisque la conscience ne peut pas accepter. C'est comme ça que nous avons été constitués, donc ce n'est pas une question de raisonner ou de ne pas raisonner ou de savoir théoriquement l'information, ça ne change rien pour le sujet, sinon que c'est constitutif. Il y a quelque chose que le sujet ne veut rien savoir de ça. Donc c'est-à-dire que même si on étudie beaucoup Freud, on va continuer à avoir un désir sexuel infantile réprimé qui va chercher à s'exprimer dans la conscience. C'est-à-dire que c'est inévitable puisque c'est ça qui fabrique l'appareil, c'est ça qui nous constitue. Donc, et que pour passer, donc je disais, pour passer dans la conscience, cette information va devoir donc se déformer. Et quand on parlait pourquoi on ne se rappelle pas de nos rêves, c'est parce que pendant la nuit, il y a ce genre de travail qui ne se fait pas exactement pendant le jour. C'est pas le même travail qui se fait pendant le jour, parce que pendant la nuit, les mécanismes de censure ont diminué. La censure n'est plus aussi forte que pendant la journée. C'est pour ça que cette transformation peut se faire. Par contre, quand on se réveille, la censure, d'une certaine façon, se réveille aussi, et donc tout ce qui allait apparaître dans l'inconscient, poum, est censuré.
Et donc, on ne se rappelle pas de nos rêves, non? Donc, le narcissisme, ce n'est pas une perversion sexuelle. Ça peut le devenir dans certains cas, mais c'est un mécanisme, non? Le narcissisme, c'est quelque chose d'indispensable pour la vie des sujets. Nous devons avoir un narcissisme pour pouvoir nous protéger. C'est quelque chose qui vient nous protéger. Après, quand il n'y a pas... Parce que le problème, ce n'est pas notre narcissisme. Le problème, c'est nos relations aux autres. Notre difficulté aux relations aux autres, non? Il y a beaucoup de rivalité dans ce premier socle du moi. Je ne comprends pas la question, Sylvie. Pourquoi de rivalité? De quelle rivalité vous parlez? Donc, c'est pour ça que quand nous nous réveillons, il y a de nombreux rêves qui apparaissent complètement incompréhensibles, absurdes, on ne les comprend pas. Il y a des éléments de notre vie actuelle, avec des éléments du passé, avec des éléments très lointains, avec tout type de matériel qui apparaissent et qui forment comme une histoire, ou des fois c'est même pas une histoire. Freud va nous montrer que parfois des rêves, il y a un seul mot. Je me rappelle seulement d'un seul mot. C'est-à-dire que très certainement il y avait d'autres choses dans le rêve, mais ce qui est arrivé jusqu'à la conscience, c'est-à-dire qu'il a pu passer toutes ces étapes de répression et de censure, il est arrivé un seul mot. Ou une seule phrase. La rivalité avec le père. Mais la rivalité avec le père, donc ça c'est la situation du complexe d'Oedipe. Non? Là, on ne fait pas exactement de... Non, c'est la situation du complexe d'Oedipe qui peut durer donc pendant toute la vie des sujets. Non? Parce que la rivalité du père, c'est quand l'enfant est tout petit et qu'il se dispute, non, avec le père, on va dire d'une certaine façon, pour la mère. Et quand il y a une rivalité, c'est peut-être parce que le père n'a pas encore marqué très sérieusement le fait que il n'a pas droit, à ce premier amour que cette femme et cette femme n'a pas le droit, non, que ce n'est pas autorisé pour cet enfant d'avoir accès à cette femme. Donc, donc on disait qu'il y a obligatoirement des formations et que c'est pour ça que ce qui apparaît dans la conscience, ben, c'est incompréhensible parce qu'il y a eu tous ces passages, tout ce qu'on va appeler ce travail. Parce que Freud, il va dire que c'est parce qu'il y a eu donc un travail qui a été réalisé pour pouvoir passer. Et donc il y a, parce que Freud, donc il va étudier tout ce phénomène du rêve pour nous expliquer qu'il y a différents mécanismes qui participent à l'élaboration, au travail, à la fabrication en fait. Non, en français on dit j'ai fait un rêve, je l'ai fait, je l'ai construit, je l'ai fait le rêve. Non, donc c'est le travail du rêve. Et il y a un des éléments qui est très important, des ouvriers, Freud parle des ouvriers de fabrication du rêve, qui est le déplacement. Et le déplacement, donc c'est un mécanisme qui est très intéressant. Donc, Freud, il va, plus le rêve est incestueux et contraire aux mœurs, plus la censure est rigoureuse. Le rêve est toujours incestueux. Ce qui se passe, c'est que le sujet peut ne pas le tolérer. Au plus le sujet censure ses rêves, au plus il ne veut rien savoir de ce désir inconscient. Non, même pas déformé. Non, par exemple. Non. S'il y a une rivalité avec le père qui n'a jamais de fin, il est possible qu'il y ait un soulagement lors du décès. Oui, une culpabilité aussi. Donc, mais de toute façon, la mère sera toujours interdite. Hein. Mais la rivalité aussi avec le père, c'est un problème parce que ce n'est pas seulement la rivalité, sinon qu'il y a des sentiments contradictoires. C'est-à-dire que mon père, je rivalise avec lui, mais je l'aime en plus. Donc je le déteste, j'aimerais bien qu'il disparaisse, mais je l'aime. Sylvana dit, est-ce que dans certains cauchemars peuvent avoir un rôle similaire et celui du fantasme, exemple dans le cas du petit Hans, le fantasme qui a un rôle d'acceptation de la castration Donc lui, Freud, après, il va parler qu'effectivement, les rêves en analyse, donc ce sont des rêves qui sont présentés aux psychanalystes, qui vont faire partie du travail analytique. C'est-à-dire que ça va être considéré comme un matériel, comme le reste du matériel que va nous présenter le patient, qui est le discours, son association libre. Et donc Freud va nous parler que pour la fabrication du rêve, donc il va nous expliquer
Et pour le voir un petit peu aujourd'hui, pour avoir une petite idée, on va voir qu'il y a donc ce désir inconscient qui est le désir sexuel infantile réprimé, qui est comme un moteur, il veut s'exprimer. Freud va nous dire que l'inconscient ne juge pas, ne calcule pas, c'est-à-dire qu'il n'a pas notre morale de la conscience, ce n'est pas des choses qui sont bien, des choses qui sont mal, sinon qu'il n'y a pas de contradiction dans l'inconscient et que la seule chose qui l'intéresse, c'est s'exprimer, sortir dans la conscience. Quand on voit, Anne-Sophie, bonsoir, quand on voit ici quelque chose qui est intéressant, parce que quand on voit les rêves et quand on voit le mécanisme de production des rêves, de la fabrication des rêves, ce qui est intéressant, c'est que, rappelons-le, c'est que dans ces rêves, en fait, ce qu'on voit, c'est que Freud va nous dire que c'est le même mécanisme pour produire des symptômes, pour produire des maladies, pour produire des lapsus, des oublis, des maux d'esprit. Tout ça, ce sont des phénomènes, des actes manqués. Ça, ce sont des phénomènes, non, des productions de l'inconscient, c'est-à-dire que c'est l'inconscient, le désir sexuel infantile réprimé, qui a réussi, poum, à s'échapper. Je fais un lapsus, poum, le désir sexuel, il a réussi à s'échapper. D'accord? C'est-à-dire qu'il a réussi à passer. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui, si moi je fais un lapsus là comme maintenant, c'est quelque chose qui m'a dévié. C'est-à-dire que j'ai arrêté d'être là, non? Il y a quelque chose qui s'est passé, qui a fait clic, une association inconsciente qui a fait que, poum, normalement, si nous sommes réellement dans ce que nous faisons, nous ne devons pas avoir beaucoup de lapsus, on va dire. C'est le début de la libido, le désir de la mère réprimée. La libido, je crois qu'elle existe avant, non? Elle existe avant la libido, puisqu'elle existe, il y a la libido de la pulsion orale, non? Bon, pour continuer donc avec notre histoire du rêve et de la fabrication, donc nous avons donc ce moteur qui est le désir sexuel infantile réprimé, et pour pouvoir passer, il va donc passer la barrière de la répression et s'associer avec des mots, parce que tant qu'il n'est pas dans le préconscient, dans l'inconscient, il n'y a pas de mots. C'est qu'une énergie, on va dire. C'est comme si on pensait que c'était qu'une énergie. Donc il va passer dans le préconscient, et dans le préconscient, il va s'associer à des phrases. Il va s'associer à des phrases. Et c'est ce que Freud va faire référence. Donc ce sont des phrases qui appartiennent à l'histoire du sujet qui va parler. Parce que quand on va analyser un rêve en psychanalyse, donc c'est-à-dire dans ce cadre bien particulier, donc on va raconter le rêve et à partir de ce rêve, on va associer sur des parties du rêve, on va faire des associations. Et ce que va nous montrer Freud, c'est que les associations que nous allons faire sur ces parties du discours manifeste, c'est ce qu'on va appeler les idées latentes. C'est tout le matériel qui a été utilisé. Donc il va nous dire, alors à voir si j'arrive à m'expliquer correctement. C'est-à-dire que une fois, une chose, c'est le travail qui va être fait à partir du désir inconscient pour arriver dans la conscience. Ça, c'est une construction théorique que Freud va faire. Parce que bien évidemment, nous ne pouvons pas aller dans la tête du patient pour savoir comment ça se passe et comment le travail s'est réalisé. Sinon que c'est à partir du discours du patient et à partir de l'interprétation, parce que quand Freud il va nous dire que le désir, le rêve est une réalisation de désir, après l'interprétation. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'interprétation, le rêve, on ne sait pas ce que c'est. C'est une manifestation. Freud va nous dire que nous rêvons, donc pour réaliser des désirs, pas pour réaliser des désirs pendant la nuit, sinon pour maintenir, pour continuer à dormir. Ça, c'est le phénomène physiologique du rêve qui est nécessaire pour que nous continuions à dormir. Mais une fois que nous présentons en psychanalyse, donc dans ce cadre bien particulier, un rêve, sur chaque partie du rêve, et Freud, quand il va présenter dans l'interprétation des rêves de nombreux exemples sur les rêves, c'est ce qu'il va faire. Donc il va prendre la première phrase, et à partir de la première phrase, Abdelkader demande entre le manifeste et le latent, il y a le symbole pour interpréter. Donc on va voir de quoi il s'agit. Non, c'est pas exactement ni un symbole, c'est pas quelque chose qui est universel. C'est-à-dire que on va avoir donc le sujet et on va avoir Freud, donc il va demander au patient ce travail à réaliser qui est l'association libre. L'association libre, c'est-à-dire que c'est un travail qu'il faut
apprendre à faire, puisque ce n'est pas la manière dont nous avons l'habitude de parler. Euh, et donc, c'est pas ce que le rêve est le gardien du sommeil. Voilà, c'est ça, Oussine, c'est ça la phrase. D'accord, pardon Delphine, j'ai pas eu le temps de lire Paul Éluard. Donc, donc je disais que le discours, l'association libre, donc l'association libre, c'est dire tout ce à quoi me fait penser la phrase, sans juger si ça va avoir un sens, si ça ne va pas avoir de sens, si ça peut, quelle est la, peu importe. D'accord? C'est-à-dire que c'est cette liberté où le patient et ce matériel latent, donc ce matériel latent va être beaucoup plus important que le rêve. Donc on voit que notre rêve, des fois, comme je disais, ça peut être simplement un mot. Mais le mot qui est arrivé dans la conscience, c'est le résultat d'une quantité d'élaboration, de travail psychique qui a été fait pour que ce mot apparaisse dans la conscience. C'est-à-dire que il va nous dire que le contenu manifeste, en fait, il est tout petit, et que le contenu latent, il est énorme. Parce qu'on va associer sur cette phrase, on va associer sur l'autre, on va associer sur l'autre, et puis on va se retrouver, il y a des rêves qui peuvent avoir des pages d'association, d'association d'idées latentes, qui, quand on les étudie bien, on voit qu'après, il y a une condensation qui va être faite pour la fabrication du rêve. Et ça, c'est ce que Freud va construire théoriquement, où il va nous expliquer donc comment ça se passe à partir du moteur et comment ça va se manifester dans la conscience. Mais ce qui va se passer en analyse, ça va être l'inverse, c'est-à-dire que nous allons partir du discours du patient et avec la possibilité donc des idées latentes, pouvoir après faire ce travail de reconstruction pour produire le désir inconscient. Et le produit du désir inconscient, bien sûr, on pourrait dire, on va dire, c'est le désir sexuel infantile à réprimer. Oui, mais c'est jamais exactement le désir sexuel réprimé. C'est-à-dire, c'est toujours aussi une déformation. Non, rappelons, et ça c'est très important, que l'inconscient ne va jamais arriver dans la conscience. Jamais. C'est une impossibilité. Non, enfin, il ne va jamais arriver directement. Obligatoirement, il va passer par une quantité de processus, de mécanismes qui vont déformer l'appareil. C'est pour ça que l'interprétation, quand il y a interprétation, ça n'a plus rien à voir avec le contenu. Le patient dit, mais de quoi vous parlez? Pourquoi vous dites ça? Non, lui, il n'a pas vu venir du tout. Pourquoi? Parce que c'est une construction qui va interpréter le désir. Et en fait, c'est une construction qui va interpréter le désir du sujet. Donc, qui va révéler au sujet un désir qu'il ne savait pas qu'il avait. D'accord? Mais c'est une construction. C'est quelque chose qu'il va falloir fabriquer. Et sans le travail d'analyse, cette construction, bien évidemment, n'est pas possible, puisqu'il va falloir bien connaître tout le mécanisme, tout le processus, tout le travail qui se réalise dans l'appareil psychique pour pouvoir reconstruire ça. Et qu'en plus, il y a ce qui est en jeu. Donc l'inconscient nous parle en rêve quand il contient des désirs ou pensées censurées. Il s'exprime. Voici, il ne parle pas, il s'exprime. Il parle pour celui qui sait écouter. Et dans ce cas-là, c'est uniquement le psychanalyste. Parce que sinon, non seulement nous sommes aveugles à ce qui nous arrive, donc nous ne pouvons pas savoir ce dont il s'agit dans nos rêves, sinon qu'on a toujours besoin de quelqu'un d'autre. Je n'aime pas l'inconscient. Mais pourquoi, Daniel? Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas le contrôler. Ça, c'est un inconvénient. L'inconscient, nous ne pouvons pas le contrôler. C'est quelque chose qui est hors de notre... Nous n'avons pas ce pouvoir-là. Et donc, quand on parlait d'un des mécanismes donc du déplacement, parce que là on a vu indirectement le mécanisme de condensation, donc à partir de ces idées latentes qui sont nombreuses, bonsoir Nina, à partir de ces idées latentes qui sont nombreuses, il va y avoir une condensation avec les différents, on va voir que les associations latentes du sujet, il y a toujours quelque chose qui est en relation, on va le voir clairement, comment il y a une construction qui se fait de la part du sujet, et où on va pouvoir voir le travail de condensation qu'a réalisé le rêve. Mais voir le travail de condensation, ce n'est pas l'interprétation. L'interprétation, c'est un autre type de construction. Donc, et ensuite, on va voir qu'il y a un autre, plus on censure, plus on refoule, et plus il y a condensation. Donc, plus on censure, plus on réprime, plus on réprime.
Et au plus il y a de matériel réprimé, et au plus il y a de matériel réprimé, au moins je dispose de cette énergie, parce que, non, bonsoir Sylvie, c'est-à-dire que le problème du matériel réprimé, c'est que quand tout est réprimé, ben, je n'ai plus de vie, parce que toute mon énergie est accaparée non, par cette énergie qui continue à travailler, mais dans un espace où je ne peux pas intervenir, non? Bonsoir Sylvie, Mariem, bonsoir. Donc, et il va nous parler aussi d'un autre travail qui est fait dans le rêve, qui est le rêve Jennifer, bonsoir, qui s'appelle le déplacement. Le déplacement, donc, consiste à un changement, et ça, c'est très intéressant parce que ça va arriver donc aussi pour la fabrication des symptômes, pour la fabrication des actes manqués, ou en fait, par exemple, on va dire, comment, on va dire, je suis en colère contre telle personne. Et je vais le justifier, je vais l'expliquer, je vais dire, regardez pourquoi, enfin, non, je vais bien raisonner pour justifier que le pourquoi je suis en colère. Et donc Freud, il va dire, alors la colère, elle est vraie, mais pas là où le patient le dit. C'est-à-dire que il va nous expliquer qu'il y a un changement d'accent psychique. Et qu'en fait, il y a derrière cette association de la colère une représentation que le sujet ne tolère pas. Et cette représentation que le sujet ne tolère pas, donc, non, elle a été réprimée, mais l'accent psychique continue à voyager tout seul. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se coller à une autre représentation qui n'a rien à voir, peu importe, qui n'a rien à voir avec ni la représentation d'origine, ni l'affect. Hein. Donc, c'est-à-dire que ce qui arrive dans la conscience, ben, c'est un affect qui est en fait qui a été un affect qui a été collé à une autre représentation. Je crois que dans l'inconscient, nous trouvons notre vérité. Donc, ça, l'histoire de la vérité, c'est quelque chose de plus complexe. Et donc, l'affect va se coller à une autre représentation qui va être plus tolérable pour la conscience. C'est-à-dire que la conscience va pouvoir faire face à cette situation. Alors, ok. Ensuite, donc, bon, alors j'ai expliqué un petit peu tout ça. Donc, n'oublions pas que le désir inconscient a une autre, le désir inconscient donc a une autre logique que celle dans laquelle nous vivons, nous, notre vie quotidienne. Il ne juge pas, il ne calcule pas, et la seule chose qui l'intéresse, c'est de s'exprimer. Et donc, pour s'exprimer, il va devoir se transformer. Donc, et c'est ce que nous voyons dans les rêves. La libre association et l'interprétation des rêves permet de libérer de l'énergie et supprimer les symptômes. Exactement. Exactement, Olivier. Alors, il manque un élément. Non, on va dire le discours du patient, l'association libre, plus l'interprétation. Donc, l'interprétation va toujours libérer de l'énergie. La suppression des symptômes, ça, on va dire que c'est quelque chose, que c'est une possibilité, c'est ce qui devrait se produire. Mais ça va être une décision du sujet. Mais libération de l'énergie, il va y avoir libération de l'énergie. Et donc ici, je voudrais vous présenter un exemple concret de colère versus changement psychique, Steph. Donc ici, je vais vous parler d'un autre type de rêve que Freud nous présente, parce qu'il dit qu'il y a des rêves qui sont en fait des rêves typiques. C'est-à-dire des rêves typiques, c'est-à-dire ce sont des rêves, lui, il va nous expliquer qu'ils sont typiques parce qu'ils sont construits directement sur le complexe d'Oedipe. Et donc ce sont des rêves où il va nous expliquer que en fait, ce sont des rêves où il n'y a pas d'association libre. Le patient, il ne pense à rien, il n'y a rien il n'y a pas d'association. Mais il dit que dans ces cas de rêves typiques, l'association n'est pas nécessaire pour pouvoir interpréter. Alors, pour produire l'interprétation ou pour voir de quoi il s'agit, parce qu'attention, donc, Wassif redit rêve de chute. Non, donc rêve de chute, ce n'est pas un rêve typique. Donc il faut voir là. Donc quand ce n'est pas un rêve typique, l'association est indispensable. Et nous ne pouvons pas interpréter un rêve sans association. Il faut un minimum d'association. Donc, et il va nous parler d'un rêve, enfin c'est celui dont je veux vous parler ce soir,
c'est le rêve typique de ce rêve qu'on a dû tous faire hein, à un moment donné, et c'est le rêve que un être cher est mort. Donc ce sont en général des gens de la famille, non, des gens de la famille, et que nous nous retrouvons. Nous avons rêvé j'ai rêvé que mon père était mort, j'ai rêvé que ma mère était morte, mes frères et sœurs, quelque chose de proche. Et la typicité, le caractère typique de ce rêve, il dit ce n'est pas simplement ça, sinon que c'est la particularité, c'est que quand je me réveille, je suis super triste et je pleure face à cette situation parce que j'y croyais dur comme fer. C'était vraiment comme une réalité, c'est-à-dire que j'avais vraiment vu l'enterrement d'un proche. Et donc, Freud il dit, parce qu'il y a d'autres, l'interprétation du rêve se fait conjointement avec la personne, oui, se fait avec la personne, oui, avec le patient. Et donc, il va dire qu'il y a d'autres rêves où on peut rêver que quelqu'un de proche est mort, mais qu'il n'y a pas ce sentiment de douleur ou de tristesse. Donc, il dit, ça, ce sont des rêves qui vont exprimer un autre type de désir. Que ça ne va pas être exactement ce qui va nous intéresser. Parce que dans ce type de désir, il dit, en fait, il n'y a pas la seule déformation qu'il y a, c'est la tristesse, les pleurs, qui ne correspondent pas exactement. Donc on voit qu'il y a une tristesse, en fait c'est un élément qui vient troubler la conscience pour que le sujet ne se rende pas compte qu'au fond, la réalisation de désir, c'était justement la mort de ce proche. Et ce qu'il va nous préciser, et qui est très intéressant, c'est qu'il va nous préciser qu'il ne s'agit pas d'un désir actuel. Il s'agit d'un désir de cette première époque, quand on parlait de la rivalité des parents, non, de la rivalité qui peut être avec le père ou avec la mère. Donc, je vais rêver qu'un des deux meurt, je pleure beaucoup pour pas me rendre compte qu'en fait, dans mon rêve, je l'ai tué. C'est-à-dire que j'ai réalisé ce désir, que les êtres humains, nous avons ce genre de tendance qui vient de cette situation infantile, et en plus il va nous préciser que ce sont donc des désirs infantiles qui peuvent se manifester donc à l'âge adulte. Ce n'est pas quelque chose, c'était ce que je voulais vous demander, la mort de mon père, mais je n'étais pas si triste que ça, je viens terminer mon analyse. Donc si vous n'étiez pas si triste, c'est-à-dire qu'il s'agissait d'une autre réalisation. Non, Freud il va nous donner un exemple d'une femme qui se retrouve à l'enterrement pendant son rêve le deuxième neveu qui meurt. Et en fait, elle va expliquer comment c'est possible. J'ai rêvé plutôt de la mort de mon deuxième neveu, alors que le premier est déjà mort. Et maintenant, je rêve de la mort du deuxième. Alors, elle était toute préoccupée en se disant, mais comment ça se fait? Pourquoi j'ai rêvé de la mort de ce... Et quand elle commence à associer, le récit des associations, Freud va pouvoir interpréter qu'en fait, ce qui l'intéressait, c'était d'aller à l'enterrement dans son rêve, parce qu'à l'enterrement, elle revoyait son amoureux. Tout comme il était présent lors du premier enterrement du premier neveu. Donc elle rêve de la mort du deuxième pour pouvoir voir son amoureux. D'accord? Donc ça, ce n'est pas le désir que l'enfant meure, sinon que signifie voir sa défunte mère en rêve. C'est une possibilité, c'est la réalisation par exemple. Non? Là, peut-être qu'il peut y ne pas avoir de déformation pratiquement, c'est pour la voir. Des fois, on rêve de personnes qui sont plus là, ou qui a fait longtemps qu'on ne voit pas pour les voir, non? On les voit en rêve. On les utilise pour les voir. Tiens, je les ai vus. Par exemple. Non? Mais disons que, en général, le rêve a besoin d'une association libre. Alors, je me permets de répondre comme ça rapidement, mais le rêve a besoin d'une association pour voir réellement de ce dont il s'agit pour Monia. Donc, quand on disait, et donc il va nous expliquer que ce désir inconscient sexuel infantile réprimé, peut arriver, se manifester de cette façon-là. C'est-à-dire, j'ai rêvé que mon père était mort. Et j'allais à l'enterrement, et je pleurais, j'étais triste, et je me réveille, et je suis encore triste, et je continue à pleurer, parce que j'avais franchement la sensation que mon père était mort. Et en fait, il va nous expliquer que, donc effectivement, c'est un désir des enfants, mais qu'il va faire une précision qui est très importante, parce que ce ne sont pas des assassins, les enfants. Donc non seulement ils ne vont pas tuer le père, sinon qu'ils n'ont même pas exactement la tendance d'assassin, sinon qu'ils veulent simplement
écarter du chemin pour pouvoir avoir accès à la maman. Donc on va mettre, parce que pour les enfants, la mort n'existe pas. Bon, on va dire que pour les adultes non plus, dans le sens où il n'y a pas de représentation psychique de la mort. Mais pour l'enfant, ça ne suffit pas. Donc Freud, il va nous parler, il dit que ce n'est pas quelque chose où on va imaginer pour les enfants. Non, pour les enfants, la mort, ce n'est pas le fait de la décomposition du corps et lorsqu'on voit sa propre mort. Donc là, il faut aller analyser, non? Il faut aller analyser qu'est-ce que ça veut dire sa propre mort. Bon, pour chaque sujet, ça va être quelque chose de tout à fait particulier. Donc, je disais que pour les enfants, la mort, c'était simplement, non, les enfants, ils disaient, bon, d'accord, je veux bien comprendre que papa est mort, mais je ne sais pas pourquoi il ne vient pas manger. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de compréhension de la mort. Pour l'enfant, ça peut être l'absence. Ils vont désirer, ils vont dire, j'aimerais bien que tu sois mort. Comme ça, je serais tranquille. Mais à un moment, non, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de représentation. Comme la mort, c'est simplement que tu disparaisses un petit peu de ma vie, non, parce que j'ai du mal à résoudre la relation. Non, cela fait 10 ans, j'ai perdu mes parents, mais jamais je ne les ai vus en rêve. À mon grand regret, alors que ma fille les voit souvent. Rêve rassurant pour elle. Comment l'expliquer? Alors, c'est pourquoi vous voulez expliquer ça? Pourquoi vous voulez expliquer ça? Qu'est-ce que vous voulez expliquer? Que elle les voit en rêve et que vous pas? Pourquoi c'est elle qui a ce droit-là et que vous pas? Non? Que je veux dire que est-ce que nous pourrions orienter nos rêves? Donc Freud il va dire que c'est absolument impossible. Alors il y a des images, non? Vous avez vu que quand on rentre dans le sommeil ou avant de rentrer dans le sommeil, il y a comme une sorte d'image où consciemment on peut voir un petit peu ce qui se passe. Et ça c'est quelque chose qu'on peut essayer de manipuler, on va dire. Mais une fois qu'on dort, on dort. Donc, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une partie de la conscience, alors pas toute la conscience, mais il y a une partie de la conscience qui est endormie. Et il dit de temps en temps, le sujet se rend compte, non, pour certains, dans certaines fabrications de rêves, il dit mais non, tu peux continuer avec ton rêve, si de toute façon ce n'est qu'un rêve. Donc il y a une partie de la conscience qui sait, non, mais qui ne peut pas contrôler, bien évidemment, qui ne peut absolument pas contrôler. Non, sinon c'est l'illusion, mais bon, comme un grand problème de l'être humain, c'est de vouloir tant contrôler de choses. Non seulement il veut contrôler l'extérieur, mais il veut contrôler l'intérieur. Et donc ça, c'est ce qui produit les nombreux troubles qui existent. Non, c'est ce vouloir tant contrôler. Vouloir contrôler les rêves, c'est délirant. Et les cauchemars répétés, il faut aller voir un psychanalyste. Hein. Les cauchemars répétés, c'est qu'il y a une angoisse qui est là et qu'il y a une angoisse qu'il faut interpréter. Donc, je disais que c'était donc les éléments les plus importants. D'accord, c'est-à-dire que je peux rêver quand je suis très triste qui est une personne chère en général. Donc en plus, ce sont des parents ou des proches de la famille, c'est-à-dire des gens avec qui j'ai eu dans mon enfance des sentiments contradictoires, des sentiments ambigus. C'est-à-dire que d'un côté je les aimais et de l'autre côté je voulais les voir disparaître. D'accord? C'est principalement cela que je vais utiliser pour la fabrication de ces rêves. Là où il y a ces sentiments évidents, parce que comme je disais, ma mère, elle fait obstacle à ma relation avec mon père, et mon père fait obstacle à ma relation avec ma mère. Et mes frères et sœurs, la même chose. Moi qui étais le centre, tout d'un coup, il y en a un qui veut toujours réclamer et qui vient me dire que il est plus aimé que moi par la maman. Le rêve est la manifestation de la lutte acharnée entre le conscient et l'inconscient. Alors ce n'est pas une lutte. Non, c'est pas une lutte, simplement c'est une déformation pour passer. C'est une expression, c'est comme un fleuve, non? On va dire c'est comme un fleuve, comme l'eau qui court et tout d'un coup il y a une sorte de barrage. L'eau elle va s'arranger et au lieu d'arriver à un gros jet, elle va passer, elle va se déformer pour pouvoir passer. D'accord? Donc dans ce sens-là, mais c'est pas une lutte, elle veut passer. Non? Et elle doit se déformer parce que le conscient tolère peu de choses. Non? Être persécuté par un parent décédé dans le rêve. Pareil, Rose, il faut analyser. Non, qu'il n'y a pas de... Je veux dire que les livres des rêves, c'est des symboles, donc ils vont expliquer, si tu montes 4 marches, ça veut dire ça, si tu regardes trop longtemps le ciel, ça veut dire ça,
Mais ça, ce n'est pas de l'ordre de la psychanalyse. D'accord? La psychanalyse, elle va faire donc un travail où on va avoir obligatoirement besoin des idées latentes pour pouvoir interpréter le rêve, sauf dans les cas typiques. Alors Freud il va dire qu'il y a les cas typiques, par exemple donc de la mort de nos personnes chères, non, où il va parler donc non seulement de ce désir infantile, hein, de voir disparaître un parent pour pouvoir n'avoir que quand on rêve de ses ex, ou qu'on cherche des airs qui sont déjà adultes, mais dans le rêve, ce sont encore presque des bébés. Je ne sais pas. Steph, pendant 15 ans, chaque nuit, j'ai fait le même cauchemar. Un loup qui devient de plus en plus gros avec des gros yeux rouges et il finissait toujours par me mordre. J'ai fini par avoir peur de dormir. Et effectivement, il y a des gens qui ont des insomnies parce qu'ils ont peur de dormir, ils ont peur de rêver. Et non seulement parce que pour les cauchemars, hein, mais ça c'est une angoisse qui se répète. Et donc on voit, Steph, qu'il y a eu le manque d'interprétation. Parce que pendant 15 ans, le même rêve, c'est-à-dire qu'il n'a pas été interprété. Parce qu'une angoisse, non, ou un cauchemar, quand il est interprété, ben, il se dilue. Dans le sens où il y a une intervention de la censure. Oui, mais c'est pas une lutte, non? Puisque, comme je vous dis, c'est plus comme de l'eau, c'est-à-dire qu'il va se déformer pour pouvoir passer. Donc il n'y a pas de... simplement, il va devoir tromper la censure, non? C'est plus comme un déformé. Il y a des gens qui rêvent et qui parlent à voix haute. Et il y a des gens qui rêvent et qui parlent à voix haute. Donc, il y a des somnambules aussi, non? Il y a des somnambules. Donc, c'est d'autres formations, je veux dire, c'est d'autres formations où le sujet, donc... mais bon, le somnambule, c'est quelque chose qui... Parce que normalement, il se passe ce phénomène des rêves parce que justement, nous ne pouvons pas passer à l'action. Parce que la mobilité, en fait, elle est fermée. Le sujet ne peut pas passer, non, à l'acte. Donc, ce qu'il fait, ce que va nous expliquer Freud, c'est comme il ne peut pas passer à l'acte pour faire ce qu'il a envie, ben, il va aller utiliser du matériel du passé. Il va régresser, non, pour aller chercher du matériel du passé qu'il va utiliser pour la construction de son rêve. Non, parce que justement, la mobilité n'est pas possible. Donc, quand il y a somnambulisme, la mobilité est possible et qu'en plus, le sujet... Non, mais bon, ça, ce sont des phénomènes aussi particuliers dans le sens où il faut voir comment le sujet va en parler et s'il en parle, non? Parce que des fois, ils n'en savent rien, donc ils sont allés faire un tour dehors et ils n'en savent rien du tout. Donc, c'est les proches plutôt qui en parlent. Non? Que dit-on des rêves qui se réalisent le lendemain? Or, Freud, il va parler donc de cette chose, de ces rêves qui se réalisent le lendemain, et en fait, il va nous expliquer que, ou c'est comme tout d'un coup, ben, j'ai vu, tout d'un coup, je vois mon ami Jean, et je dis, oh, j'ai rêvé de toi. Mais ça, je me rends compte quand je le vois. Tout d'un coup, j'associe quand je le vois que j'ai rêvé de lui, ou je me rappelle directement de mon rêve, mais quand je le vois, tout d'un coup, ça, non? Mais, alors Freud, il va étudier aussi ce genre de phénomène. Des fois, je me vois d'en haut, je vois les pièces d'un endroit d'en haut où je suis dans ma chambre de mon enfance. Donc, d'en haut, c'est-à-dire grandement comme une adulte, non? Par exemple. Mais, René, vous avez vu l'heure, René? Bonsoir, René. Donc, ce qu'on disait, donc il y a différents types de rêves typiques et que la production des rêves vient du fait que nous ne passons pas à l'action, que tout reste au niveau psychique. Fabienne, vous en avez parlé, mais pouvez-vous réexpliquer pourquoi certains ne rêvent jamais malgré une analyse où l'inconscient est appelé à s'exprimer? On va dire que c'est une résistance. C'est-à-dire que c'est une résistance, parce qu'il y a des gens qui vont en analyse, mais l'association libre pour eux, c'est quelque chose de très difficile, non? Et les rêves de vagues dans la mer, ça a un lien avec la relation à la mer. Ben, il faut voir comment le patient va associer, pourquoi pas? Donc, non comme au-dessus, comme si j'étais morte, dit Marie-Laure. Bon, donc vous voyez, il faut associer. Il faut pouvoir associer. Et quand on ne se rappelle pas de ses rêves, c'est parce qu'on ne veut pas qu'ils soient analysés, simplement, Fabienne. Hein. Si on est en analyse et qu'on ne se souvient jamais de ses rêves, c'est qu'on ne va pas donner ce matériel. Après, il faut voir, peut-être que c'est en relation
avec la relation de transfert ou quelque chose comme ça, ça dépend, non? Ou qu'il n'y a pas besoin du rêve particulier pour que son inconscient s'exprime. Ça aussi, Salma, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui associent, qui vont pas exactement utiliser le matériel du rêve, sinon qu'ils vont parler et associer directement. Ils n'ont pas besoin de leur rêve, effectivement, pour venir associer en séance, effectivement. Donc le rêve serait... Alors, on va voir que quand Freud dit que c'est la réalisation d'un désir non, sexuel infantile et réprimé, c'est quand il y a interprétation. Donc c'est pas un désir possible, c'est qu'il est interprété. Et quand il est interprété, parce que le travail analytique, Freud va nous expliquer qu'en fait c'est la construction de désirs. C'est-à-dire que notre histoire en analyse, l'analyse va construire notre histoire de désir, hein, de comment nous sommes positionnés tout au long de notre vie, ou comment nous allons nous transformer, parce qu'avec une analyse nous nous transformons, comment nous sommes positionnés face à notre désir sexuel infantile réprimé, puisque c'est celui qui nous a constitués. Non, on va dire que les autres, c'est de la décoration. Les autres types de désirs qui sont intervenus lors de notre enfance, ce sont des sortes de décorations. Ce qui va vraiment fonctionner, non, comme constitutif, c'est le désir sexuel infantile réprimé. C'est celui qui nous a fabriqués. Et donc, on va construire en analyse cette... Ça me fait très peur quand je rêve que je ne peux plus sortir de mon ascenseur qui descend vers l'enfer sans arrêt. D'accord? Donc, la peur, par exemple, non, la peur, il faudrait voir de peur de quoi vous avez. Parce que Freud, il va nous dire que très certainement, l'affect est correct. Mais, donc vous n'avez pas peur de descendre dans l'enfer, non, par l'ascenseur, puisque c'est une situation, non? Mais que très certainement, vous avez peur de quelque chose. Non, Freud il va dire. Donc on va voir après, non, étudier. Une autre chose qu'il va nous expliquer, il dit que les rêves, on ne peut pas obligatoirement les interpréter en une seule séance. Sinon qu'il va falloir faire le travail sur un certain temps. Et que les rêves sont toujours associés, au travail analytique qui est en train de se faire. C'est-à-dire que le patient, il ne vient pas raconter n'importe quel rêve. Il vient raconter un rêve qui est en association, bien évidemment, avec ce qui lui arrive. Non? Je ne sais pas ce que ça, Frida, ce que ça symbolise là. Non, on peut voir simplement avec les rêves typiques, et derrière chaque peur, un désir. Effectivement, Cynthia. Et derrière chaque peur, alors je ne serai pas aussi général, mais que, en général, derrière la peur, il peut y avoir un désir. Un désir qui n'est pas reconnu. Donc on a peur. Hein, parce qu'on a peur, parce qu'en fait, ce dont vraiment on a peur, ce qu'on a peur vraiment, c'est de désirer. L'être humain, ce dont il a peur, c'est de désirer. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Hein, c'est un autre sujet que le sujet a des difficultés à accepter les désirs qu'il a. Alors non seulement parce qu'il désire des choses que sa conscience dit non, j'aime pas, pourquoi je veux désirer ça? Est-ce que faire beaucoup de rêves est un bon signe? En tout cas, ce n'est pas un mauvais signe, Sylvana. Ce n'est pas un mauvais signe. D'accord? Mais ce n'est pas spécialement un bon signe. Disons que c'est un phénomène. Non? Après, on pourrait voir pourquoi vous vous rappelez de vos rêves. Bon. Mais même si on savait pourquoi, ce ne serait pas très intéressant. Je ne sais pas si Jung il parle aussi des rêves, mais très certainement il doit en parler d'une façon différente. En tout cas, celui qui a construit, non, la théorie des rêves, de quelle est la fonction des rêves, à quoi ils servent, pourquoi on les oublie, comment on va les interpréter, quelles fonctions ils ont. Tout ça, c'est pourquoi il y en a certains qu'on oublie. Eh ben oui, Sylvie, on a peur de nos désirs. Pas de tous, hein, pas de tous, mais on peut avoir peur de certains désirs. Après, que je veux dire que notre difficulté à être en relation avec nos propres désirs. C'est ça l'histoire, en fait, que nous avons une relation tout à fait particulière avec nos désirs. Le désir d'être est derrière chaque désir. Le désir d'être est derrière chaque désir. Donc, ça dépend. Donc, voilà, c'était un petit aperçu. Donc, nous, dans le cours du dimanche à 17h, nous allons continuer à travailler donc l'interprétation des rêves et continuer à travailler ce magnifique travail qu'a réalisé Freud
avec l'interprétation des rêves, en fait, qui vient nous présenter le fonctionnement de l'appareil psychique, parce que Freud, il va utiliser les rêves pour nous montrer comment fonctionne l'appareil psychique, et il va nous dire de la même façon qu'on va interpréter un rêve, on va interpréter un symptôme. De la même façon qu'on va interpréter un acte manqué, on va interpréter un rêve. Non, c'est-à-dire que ce sont des phénomènes qui utilisent les mêmes mécanismes. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas que la différence entre une personne saine et une personne avec des pathologies, comme vous dites, ben, la différence est minime, parce qu'en fait, c'est le même fonctionnement. Mais bien sûr, pour la vie du sujet, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose de produire des symptômes qui vont complètement bloquer, non, me bloquer pour la vie, me bloquer pour développer ma vie, que de produire un rêve. Non, mais en fait, Freud il dit que les rêves, en fait, c'est comme un symptôme de nuit, mais qui ne produit, qui n'est pas pathologique. Non. Merci à vous pour votre constance, Marie-Thérèse, pour votre constance. Oui, la psychanalyse est passionnante. D'accord. La psychanalyse, c'est passionnant, et c'est passionnant de lire Freud. Freud, il nous explique très bien, et il nous explique très bien le fonctionnement de l'appareil psychique. Après, c'est vrai que nous devons faire le travail de lecture, de relecture, de retourner sur le texte. Je veux dire que on n'en finit pas. Dans mon analyse, un rêve a été un moment clé pour exactement. Donc, effectivement, il y a des moments clés, non, que Freud va nous montrer, non, dans le cas de Dora, il va montrer 3 rêves qui vont participer au traitement de cette jeune fille. D'accord. Donc, merci à vous, chers amis, Martine, Isabelle, Tala, Jean-Loup, Myriam. Il y a des rêves qui contiennent des événements qui n'ont aucune relation, exactement. Mais il va nous dire aussi une chose qui est très intéressante, c'est que dans les rêves, le matériel qui est utilisé dans les rêves, non. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Court, mais bon, je foncerai pour le replay. Alors, attendez, qu'est-ce qu'il dit, Olivier? J'ai pas vu Olivier. Alors, Olivier, je vois passer, mais il est parti, attendez. Rêvons avant que cela soit interdit. Oui, effectivement. Effectivement, rêvons avant que ce soit interdit, ou qu'il y ait tellement de censure que nous ne nous permettions plus, non, de rêver. Et donc, rêvons, mais en plus, nous devons interpréter nos rêves, qui va être le plus intéressant, c'est de pouvoir produire. Non, au revoir Fabienne, Sharifa, bonsoir, Simona, donc bonne continuation. Donc, à mardi prochain, nous continuons. Que devons-nous lire? L'interprétation des rêves, que voulez-vous que je vous dise, Sylvie? Après, il y a un autre texte qui est très intéressant, qui s'appelle Sur les rêves, qui est écrit juste après, où on demande à Freud de faire un petit résumé, parce que le livre a eu beaucoup de succès, donc on lui demande de faire un petit résumé, et donc il va nous représenter un petit peu le fonctionnement. En quelques pages, il va nous expliquer comment fonctionnent les rêves. Donc, merci à vous, bonne continuation. Donc, merci de votre constance, de votre enthousiasme. Donc, vous savez que vous avez la possibilité de partager donc cette vidéo sur vos propres réseaux, que c'est quelque chose qui est, comme vous dites, si réveillons la passion, et nous pouvons nous intéresser. Non, nous pouvons être nombreux à nous intéresser, parce que comme dit Lacan, la psychanalyse intéresse tout le monde parce qu'elle fait référence à notre vérité comme être humain. Non, donc dans ce sens-là, c'est quelque chose qui intéresse tout le monde. Bon alors, bonne continuation, à mardi prochain, bonne fin de soirée et à mardi. Au revoir.